Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans les experts sans frontières. Aujourd'hui, ils nous viennent des États-Unis et du Québec. Un parfait ce regard extérieur transatlantique au moment où les liens entre l'Europe et les États-Unis sont peut-être le plus malmenés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les 1 an de Donald Trump à la Maison-Blanche soulèvent aujourd'hui des questions assez vertigineuses. Sommes-nous définitivement sortis de l'ordre libéral tel qu'on l'a connu depuis 1945 ? L'Europe doit-elle jouer sa survie dans une alliance des puissance moyenne? C'est ce que propose le Premier ministre canadien. L'ONU vit-elle ces dernières heures à l'ombre des nouveaux empires menés par Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine? Hâte d'entendre nos experts américains et québécois sur ces sujets majeurs. Les experts sans frontières, c'est parti, mais avant le journal avec Guillaume Paul. Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans les experts sans frontières. Ils sont autour de moi, ils sont américains, ils sont québécois, ils ont des racines ukrainiennes, polonaises, un véritable kaléidoscope. Bonjour Romuald Sciorra. Bonjour. On est heureux de vous recevoir avec nous. D'habitude, vous êtes en duplex avec nous depuis New York. Là, vous êtes de passage à Paris, franco-américain, chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis, auteur de L'Amérique éclatée aux éditions Armand Collin. Bienvenue. Steven Ekovitch, bienvenue. On est ravis de vous recevoir, professeur de sciences politiques et d'histoire à l'Université américaine de Paris. Et puis Stéphane Bureau, que je présente plus, journaliste québécois. Bienvenue Stéphane. Bonjour à vous Mathieu et à tous. Bonjour. Vous avez l'habitude de croiser le fer, notamment avec notre ami éditorialiste Emmanuel Le Chypre, régulièrement, tous les matins, voilà, sur BFM TV. Je suis vraiment content aujourd'hui, heureux de vous avoir, de bénéficier de vos lumières autour de moi. Notamment, on a besoin d'avoir peut-être une compréhension d'ordre culturel avec ce qui se passe, avec l'accélération de la géopolitique encore cette semaine à Davos. Davos qui a vu une délégation de plusieurs centaines de patrons et de chercheurs américains qui ont entouré Donald Trump en pleine fureur, qui encore une fois a vociféré contre l'Europe et son risque d'effacement civilisationnel. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant, je voulais commencer avec vous peut-être avec la star de la semaine à Davos, la star vue d'Europe en tout cas. Ça aura finalement été Mark Carney, le Premier ministre du Canada, qui a fait un discours assez choc. Selon lui, on n'est pas en train de vivre une transition en ce moment dans cette nouvelle époque, mais une véritable rupture. Écoutez-le. L'hégémonie américaine a permis de fournir des corridors maritimes ouverts, un système financier stable, une sécurité collective, des cadres pour résoudre les différends. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Je vais être direct. Nous sommes à un point de rupture, pas de transition. Allez, j'aimerais une première réaction peut-être avec notre grand représentant canadien ici autour de cette table, Stéphane Bureau. Pour vous, comment vous avez écouté Mark Carney cette semaine? J'ai évidemment écouté Mark Carney cette semaine, comme j'ai écouté le président Macron et le président Trump. Carney a formulé, dans le fond, une évidence qui se confirme chaque jour davantage. On n'est pas en transition, mais en rupture. Ce n'était pas une grande nouvelle à annoncer, sinon que dans les circonstances, l'heure était cette semaine peut-être plus grave que ne l'est aujourd'hui, puisqu'on présumait qu'il y avait un possible coup de force des Américains sur le Groenland. Les Européens qui sont tétanisés depuis, ma foi, depuis le passage à Munich, et à chaque fois qu'on se retrouve autour de cette table, on parle de ce discours qui a donné le là. Vous parlez du discours de J.D. Vance. Je parle de J.D. Vance à la conférence sur la sécurité, c'était il y a presque un an, qui était d'ailleurs venu en binôme avec le secrétaire à l'époque de la Défense et aujourd'hui de la guerre. C'est là où il avait dit aux Européens, n'attendez plus qu'on vous protège, voilà, le parapluie sécuritaire américain, c'est terminé, ou on commence à le refermer. C'est fini, fini, ne comptez plus sur nous en toutes circonstances, et c'est probablement la cristallisation de tout ça que nous avons vécu cette semaine avec ce moment où on avait l'impression à Davos qu'il y aurait un règlement de compte, que le shérif était en ville. Alors il faut voir le shérif de qui et pour qui. Mais finalement, ça s'est plutôt transformé en un pétard mouillé, mais Carney a simplement, je pense, dit ce que tout le monde sait, pense, et il l'a dit, sachant qu'il y a des risques pour le Canada quand on le dit, parce que cette semaine, j'ai beaucoup commenté cette actualité au Canada. Alors oui, c'était bien de le dire, c'est bien de rouler les mécaniques. Est-ce que nous aurons ensuite les moyens
de faire face à la musique, parce que Donald Trump, il est belliqueux. Il est aussi dans ses rapports avec ses vis-à-vis. Il avait une bonne relation avec Mark Carney. Alors, premier geste de réponse, il a répondu par la bouche de ses canons. Pour ceux qui connaissent l'histoire canadienne, ça veut dire quelque chose. C'était une réponse qui avait été faite à Frontenac, qui défendait Québec en 1690, si ma mémoire est bonne. C'était le général Phipps qui avait dit « Je répondrai par la bouche de mes canons ». Alors, la bouche des canons de Trump en ce moment, c'est vous n'êtes plus invité au Conseil pour la paix. Le Canada n'a plus son strapontin, parce qu'on savait qu'on n'aurait pas un siège permanent, ne voulant pas payer le milliard en liquide. Donc, on a refusé de payer la protection. On ne sera pas là. Alors, qu'est-ce que ça annonce? Parce que c'est ça aussi. Si Trump le fait sur quelque chose qui peut paraître anecdotique, le fera-t-il davantage sur les relations commerciales qui lient le Mexique, le Canada et les États-Unis? À ce jour, c'était, avant le Mercosur, la plus grande entente commerciale au monde. C'est ça, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas club aujourd'hui avec le shérif Trump, il va falloir s'accrocher à la barre et voir si on peut résister ou pas à la tempête qui va suivre. Dans les grands messages entendus par Mark Carney, Romuald, il y a aussi ce diagnostic qui peut paraître hyper clair, qu'on ne savait peut-être inconsciemment, mais qui a été posé clairement avec cette idée, disait-il, que l'ordre libéral tel qu'on l'a tous vécu, connu et adopté depuis la fin de la guerre, en fait, il n'existe plus. Et même, il va plus loin et dit que ce n'était qu'une chimère, c'était une illusion d'ordre libéral. Oui, il a proclamé juste après son arrivée au pouvoir, d'ailleurs, que nous ne reviendrons plus en arrière. Il a été le premier à avoir le courage de dire, juste après l'élection de Trump, lorsque Trump a proféré ses premières menaces contre le Canada, nous ne reconnaîtrons plus jamais l'ordre que nous avons connu autrefois. Alors, une illusion, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes dans une fin de cycle. Ce n'est pas Trump qui a provoqué la fin du multilatéralisme et la déliquescence de l'ONU. Voilà. On aura accéléré le mouvement, mais il est très clair... Il n'en est que le révélateur. Voilà, mais il est très clair que l'objectif sur la scène internationale de cette administration peut se résumer en quelques mots, ramener l'ordre international après l'abolition de celui post-1945 à un ordre où règne le bilatéralisme, c'est-à-dire les relations d'État à État, où la loi du plus fort prime, où l'on fait fi des traités internationaux, où les alliances sont de circonstances, d'où le rapprochement douteux avec la Russie, et où évidemment on ne reconnaît pas la justice internationale. Donc nous sommes dans cet ordre. Alors je ne sais pas si on peut parler d'illusion quand même, il a quand même duré cet ordre post-45, il a quand même été pas si mal. Donc je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'agit d'une illusion, mais d'une parenthèse, peut-être d'un rêve éveillé, si on veut reprendre, aller dans la direction de Mark Carney. En tout cas, c'est terminé. Effectivement, nous sommes dans un nouvel ordre mondial. Steven Ecovitch, vous, comment est-ce que vous réagissez à finalement les deux grands symboles de Davos, que sont d'un côté la fureur de Trump, de l'autre côté la résistance canadienne? Cette résistance canadienne est partagée. Hein. Ce n'était pas seulement le Premier ministre Carney qui a émis cette analyse. Cette analyse est partagée par le président Zelensky, par le Premier ministre allemand et beaucoup d'autres. Donc c'était juste que le Premier ministre canadien a présenté cette analyse d'une façon plus éclatante et d'une façon plus élégante. Mais de toute façon, c'est cette analyse partagée. Ce monde libéral, les valeurs libérales existent encore. D'ailleurs, je dirais, à partir de, peut-être pas aujourd'hui ou cette semaine, il y a un nouveau partage de fardeau dans le monde. Dans le temps, les Américains demandaient plus d'efforts sur le plan militaire, que les Européens étaient obligés de faire un peu plus. Maintenant, ce partage de fardeau, maintenant, les Européens sont obligés de faire un peu plus pour soutenir les valeurs républicaines, les valeurs démocratiques. Donc, on est dans ce monde où les valeurs sont là. Il y a quand même tout un réseau dense des institutions libérales dans le monde qui persistent, qui sont plus ou moins efficaces. Mais ils sont là. Dans quelle mesure ils dorment? Dans quelle mesure on peut les faire revivre après? Ça, c'est les grandes questions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le partage du fardeau, des valeurs démocratiques à porter, etc., est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore du sens au moment où émerge justement cette nouvelle doctrine hémisphérique partagée par quelques-uns dans le monde et qui consiste à dire que c'est la loi du plus fort qui s'impose et c'est comme ça. Et que ça va bien au-delà du droit international et
et des valeurs partagées. C'est une doctrine. Est-ce que cette doctrine est réalisable? Même dans l'hémisphère occidental, c'est pas sûr. Déjà, là, elle se réalise en ce moment. Ouais, évidemment. Voilà. Mais encore. Allez-y. Alors, j'allais dire que je suis un peu plus saurien, sinon réaliste sur les rapports de force, la dynamique des rapports de force dans le monde d'aujourd'hui que mon idéaliste camarade. Mais je le dis sans aucune fois. Optimiste, tout à fait. Je crois malheureusement que c'est un peu acté, que c'est un luxe que nous n'aurons plus beaucoup que celui de dire ce régime libéral que nous avons connu, où la règle du droit international existait apparemment, or elle était bafouée très souvent. En fait, le droit international et les règles du droit international étaient le prix de consolation des petites puissances. Les grandes puissances, régulièrement, souvent, les ont bafouées en fonction de ce qu'étaient leurs intérêts. Alors, c'était mieux maquillé. Il y a une époque où on faisait des opérations maquillage qui étaient plus convaincantes. Je pense que le coup de force sur l'Irak en 2003, les États-Unis ont tout fait pour s'assurer qu'il y ait un semblant de respect des règles. En 91 aussi, ils l'ont fait passer via l'ONU. Tout à fait. Sinon que, au total, alors on pourrait aller sur des expéditions moins élégantes. Est-ce à dire que Donald Trump a le mérite de mettre un peu de clarté dans un monde qui était assez hypocrite? On est dans une transparence absolue sur la brutalité de ce que sont les rapports de force. Dans un univers où commercialement, pour l'instant, la Chine est prédatrice et brutale, disons-le. Militairement, ce n'est pas encore avéré. La Russie, inutile de développer, on connaît un peu le scénario. Et les Américains, eux, n'ont aucun complexe. Vraiment aucun. Et alors, il y a une solution qu'apporte aussi dans son discours le Premier ministre canadien, Romuald Sciorra. Il dit qu'aujourd'hui, il faut aussi avoir conscience et acter le fait quand on est une puissance moyenne, et qu'à ce moment-là, il faut s'organiser en créant une alliance des puissances moyennes pour essayer de résister face justement aux empires chinois et américains. Est-ce que ça, à votre avis, c'est quelque chose d'utopique, ou est-ce qu'au contraire, il a raison d'essayer de faire avancer cette idée que l'alliance des puissances moyennes, j'imagine qu'il englobe là-dedans tous les alliés européens, le Canada, etc. Les herbivores. Les herbivores. Sur le fond, il a tout à fait raison. Sur la forme, c'est peut-être là aussi un petit peu utopique. Et pour rebondir sur ce que disaient mes collègues, et pour aller dans votre sens, il faut voir les choses même d'un petit peu plus haut. Vous savez, nous sommes dans la fin d'un cycle. Un cycle qui a, je vais aussi faire un petit peu d'histoire brièvement, qui a débuté à la Renaissance avec les grandes valeurs humanistes théorisées sous forme d'idées au siècle des Lumières par les philosophes, mises en pratique ces idées au 19e siècle, début 20e siècle, avec les premières démocraties libérales, apnées en 1945, mise en place du système multilatéral, Déclaration universelle des droits de l'homme, ONU, droits de la femme, expansion de la démocratie libérale. Et aujourd'hui, il faut quand même admettre que toutes ces valeurs parlent de moins en moins, même aux populations occidentale. Aux États-Unis, plus de 40% des jeunes ne considèrent plus la démocratie comme un objectif qu'il faut absolument atteindre ou préserver. En Europe, en France, je crois que c'est 30% des jeunes. Et je ne parle pas évidemment de ce que l'on appelle un peu rapidement le Sud global, où les populations sont de plus en plus attirées par les modèles alternatifs russes et bien sûr chinois. Autoritaires, disons-le. Si on va parler de la longue durée est longue. Oui. Et les valeurs sont très, très fondamentales. Donc, on ne peut pas balayer les valeurs de longue durée comme ça d'un coup de main. Même si 45% des jeunes aujourd'hui, c'est 45, ça veut dire 55% des jeunes, et pas seulement des jeunes. Et d'ailleurs, c'est un phénomène assez bien connu, les jeunes ont tendance à vieillir. Et dans la mesure qu'ils vieillissent, ils deviennent de plus en plus conservateurs et de plus en plus attachés aux valeurs traditionnelles. Donc, voilà. Évidemment, au risque d'enfoncer une porte ouverte, la démocratie est aussi quand même, c'est aussi une piqûre de rappel de ce qu'on vit en ce moment. Les démocraties sont, par définition, un socle bien plus fragile que les régimes autoritaires. C'est aussi cette épreuve. C'est théoriquement la force de la démocratie que d'accepter de vivre de cette fragilité, d'accepter d'être continuellement remise en question. Sinon je ne me rassure pas qu'il n'y ait que 45% de jeunes Américains qui ne pensent plus que l'aspiration à la démocratie soit optimale. Ils étaient 10% il y a 30 ans. Hein. Oui. Donc, il y a vraiment une dérive. Et dans un monde où on se dit, est-ce que ces ambitions politiques, démocratiques, sont dépassées par l'envie des populations de sécurité, sécurité financière,
sécurité basique dans la rue, et c'est ce qu'on entend partout. C'est-à-dire que alors que ça soit fondé ou non, c'est ce qui résonne auprès des partis politiques qui sont tentés par des méthodes et un discours ferme. Messieurs, autre moment spectaculaire qui illustrait avec perfection peut-être l'avènement de ce nouvel ordre qu'on vit en ce moment, c'était cette semaine à Davos avec la création en grande pompe du Conseil de la paix. Conseil de la paix, je vous vois rigoler, Stéphane Bureau, mais c'est très sérieux, Conseil de la paix, présidé par Donald Trump. Stephen Ekovitch, est-ce que ce Conseil de la paix, faut-il le prendre au sérieux? Il faut demander qu'est-ce qu'il faut prendre au sérieux chez Donald Trump. Il a très souvent... lui déjà peut-être. Oui, mais il a plein d'idées farfelues, mais le problème est qu'il est à la tête de la plus grande puissance du monde. Donc les idées farfelues peuvent en effet nous bousculer justement parce qu'il faut prendre au sérieux encore la puissance américaine. Donc voilà, on est toujours dans ce dilemme-là. Propos farfelus, mais là, à disposition des idées farfelues, cette puissance. Vous avez déjà à Davos 19 pays, là il y en a peut-être un peu plus depuis avant-hier, mais vous avez... Pardon ? Qui ont dit présent. Voilà, qui ont dit présent, qui ont signé autour de lui, qui représentaient avant-hier 15% de la population mondiale, un quart du PIB mondial, qui lui ont dit OK, on te suit dans ce conseil hémisphérique, qui a l'air de... Enfin, dans la tête de Donald Trump, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire je remplace l'ONU? Oui. Dans les coins indéchiffrables de la tête de Donald Trump, on peut se demander dans quelle mesure, dans un monde réel, cette conseil peut s'articuler avec les diplomaties mondiales, avec les institutions internationales qui persistent quand même. Alors j'ai rigolé tout à l'heure parce que la mise en scène du spectacle donnait un peu à rire hier. Ceci étant dit, je pense que dans quel monde? C'est dans le monde du réel, puisque les Nations Unies, sur la question de Gaza, avaient parfaitement avalisé la création de ce Conseil de la paix, qui avait pour objectif simplement de stabiliser la situation à Gaza et ensuite de concevoir la reconstruction. Donc, dans le monde Sauf que là, on a viré dans le burlesque. Enfin, pardon. Alors, mais quand on demande ce que sont les bases de cette aventure, ce sont des bases qui sont, encore une fois, validées par les Nations Unies, le Conseil de sécurité, qui délègue une partie de son autorité en disant, ouais, ce Conseil pourra, évidemment, sous pression forte des Américains, c'est le point d'origine de l'affaire. Donc, c'était plutôt sérieux. On ne savait pas comment ça allait venir au monde, on le sait maintenant, avec toutes sortes de trucs, évidemment, un peu, je dirais, croquignolesque, cette idée que l'on puisse acheter son siège permanent sans savoir ce qu'on fera avec l'argent. $1 milliard en espèces pour avoir un ticket permanent. Peut-être en or. Et si on l'a pas, peut-être en or. Mais je crois que d'après les règles de cette organisation, si on n'a pas le milliard en espèces, on peut avoir une place 3 ans. Strapontin, renouvelable, à la discrétion du président qui est Donald Trump. Des États-Unis. Mais une fois que c'est dit, alors tant et aussi longtemps qu'il est président des États-Unis, il y a apparemment des gens qui sont prêts à payer le prix, symbolique ou en comptant, pour être là et dans le coup. Donc pour 3 ans, il va falloir probablement compter avec ce truc qui, non, ne remplacera pas les Nations Unies, mais qui sera dans le paysage. En tout cas, on voit bien que cette période, elle soulève des questions qui sont assez vertigineuses. L'une d'entre elles, il y en a beaucoup, c'est est-ce que finalement, Romuald, ça vous demande, est-ce que les Nations Unies sont quelque part en train de vivre leurs dernières heures? Je vous dis ça parce que je regardais dans l'agenda, lundi prochain, il y a une réunion qui est tenue du Conseil de sécurité de l'ONU, et je regardais l'objet de cette réunion, c'est le renforcement du multilatéralisme. Oui, mais écoutez, ils sont un petit peu dans le déni. J'ai travaillé pendant 10 ans avec l'ONU. J'ai écrit 5 livres sur l'ONU. J'ai connu et travaillé avec tous les secrétaires généraux, à la retraite pour certains, de Kurt Weidam au tout dernier secrétaire général. D'abord, par rapport au Conseil pour la paix, je pense qu'on fait une erreur quand on traduit ça en français. En anglais, on appelle ça the board of peace. Board, comme une entreprise. La meilleure traduction en français serait le conseil d'administration. Et ça traduirait vraiment la pensée trumpienne. Je note. L'ONU, faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. L'ONU est devenue une naine sur la scène politique internationale. Elle n'existe que à travers ces grandes agences qui, elles, font encore un travail très important. Mais l'ONU politique est morte, absente des grands dossiers, absente de l'Ukraine, de Gaza, si ce n'est pour l'humanitaire. Et le système multilatéral, on en a déjà parlé, est plus que moribond. Et là, Trump a raison, ce n'est pas sa faute.
mais il se fait un plaisir de l'achever. Donc pour répondre clairement à votre question, est-ce que c'est la fin de l'ONU? Nous sommes en train d'assister très clairement à la fin du processus de déliquescence de cette administration. Maintenant, pour ce qui est du conseil d'administration de la paix, oui, ça peut sembler farfelu, mais n'oublions pas que Trump de haut n'a rien à voir avec Trump 2016-2017. Ce n'est pas un homme seul, c'est un homme qui a été élu avec l'aide et l'appui de l'extrême droite américaine. Et il est arrivé au pouvoir avec un groupe de personnes, ce n'est plus un homme isolé. C'est pour ça que je parle beaucoup plus d'une administration que de Trump. Il y a des intellectuels de très haut niveau, J.D. Vance, Suzy Wiles, la secrétaire générale de la Maison-Blanche. Et ces gens-là ont une stratégie pour l'intérieur, pour l'extérieur. Tout à fait. Et donc la stratégie pour l'extérieur, on en a parlé tout à l'heure, mettre à bas donc l'ONU et ce qui demeure du système multilatéral. Et donc, pour conclure, ce conseil d'administration pour la paix trouve parfaitement sa place. Donc c'est grotesque, farfelu. Ce logo, on ne voit que les États-Unis, mais c'est à une mourir de rire. projection de Merck-Trump. Exactement. Mais il y a une logique derrière. Et oui, l'ONU peut peut-être vivre ces dernières années et il faut s'attendre à ce que Donald Trump, durant ce mandat, claque la porte des Nations Unies. Je pense qu'il est tout à fait capable de le faire. De toute façon, il a déjà fermé le robinet. Ça fait quasiment un an qu'il ne paye plus l'ONU, sachant que les États-Unis sont le premier contributeur. Donc de toute façon, il y a déjà le nœud coulant est en train de se resserrer à l'ONU. Stephen Ekovitch, vous disiez justement que Donald Trump on ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait dans sa tête, qu'il est illisible, etc. Est-ce que finalement, pour le comprendre, il ne suffit pas, il suffit de lire la revue sur la sécurité intérieure de la Maison-Blanche qui a été publiée début décembre? Parce que finalement, il y a tout... Sécurité extérieure, en fait, National Security Strategy. Oui, ça ne sort pas de la tête de Donald Trump. Hein. Ce document, c'est un rassemblement de beaucoup de points de vue, qui d'ailleurs, ce document est très incohérent. Hein. Et c'est pas bien ficelé, qui montre d'ailleurs qu'il n'y a pas une seule tendance. Dans la droite américaine. Même la Maison-Blanche est divisée en factions. C'est une convergence des droites ou des conservatismes. Il y a plusieurs tendances. Après, le titre de votre livre, non, c'est plutôt un éclatement. Ou une convergence des factions. Moi, j'appelle ça une convergence des Oui, mais regardez les priorités qu'il y a sur la sécurité nationale des États-Unis. Il est écrit, là, c'est un document de la Maison-Blanche dedans. Oui. Priorité, maîtrise des frontières contre la migration de masse. Armée la plus puissante, armée la plus létale, avec l'explosion du budget qu'on connaît à côté. Oui. Réindustrialisation massive, donc on est au cœur de ces Trumponomics. Leadership technologique absolu. Il va être le maître du monde, il fait sa course avec Xi Jinping sur l'IA. Tout est dans ce document, en fait. On peut trouver tout est son contraire dans ce document. Oui, donc, je me fais un peu l'avocat du diable, mais en fait, on est d'accord ou pas d'accord, mais c'est un document qui est quand même structuré. C'est mal structuré, c'est ce que je veux dire. Moi, la question qui m'intéresse, quel est son contraire dans le document? C'est-à-dire, vous dites tout est son contraire. Qu'est-ce qui serait contradictoire avec la doctrine fondamentale de Trump? Il veut à la fois une hémisphère occidentale comment dire, cohérente, contrôlée par les États-Unis, mais ce continent occidental est déjà très, très incohérent et éclaté aussi. Hein. Bien évidemment, j'étais pas préparé sur le plateau. J'avais moi-même dans le temps listé toutes les contradictions dans ces documents. Mais d'un commun accord de tous les stratèges, on ne peut pas lire ce document comme un document cohérent, comme dans les précédentes National Security Strategies. Normalement, un National Security Strategy rassemble les points de vue de beaucoup d'agences qui ont certaines compétences dans la stratégie nationale. Là, c'était impossible de ficeler un document cohérent à partir de cet éclatement institutionnel aux États-Unis. Encore une fois, même au sein de la Maison-Blanche, les factions se déchirent. Donc, on a trop tendance à plaquer sur ce qui fait Donald Trump. Et, écoutez, Donald Trump, quel est son processus de prise de décision? Il a des coups de tête à 3 heures du matin, surtout d'une prise de tête, et le lendemain matin, son équipe est obligée de donner une certaine cohérence. Donc, on passe quotidiennement d'une décision à une autre. Et nous, les théoriciens, les journalistes, les professeurs, ils veulent trouver une cohérence, parce qu'ils sont habitués à appliquer leur théorie de relations internationales. Je me trompe peut-être, Stephen, mais j'ai l'impression, au bout d'un an de Donald Trump, que finalement, on a quelqu'un qui a une application
de sa doctrine qui est totalement spectaculaire et qui nous met dans une sidération la plus totale, mais qui suit en fait un courant de pensée et une doctrine qui, elle, a bien été posée, qui a été pensée notamment par la Heritage Foundation. Et pour tous ceux qui ont été surpris du discours très belliqueux de Donald Trump sur le Groenland, je rappelle depuis une semaine qu'une des premières décisions annoncées par Trump, non pas l'administration, par Trump lui-même, est la construction de 12 brise-glaces. Ce qui anticipait très bien sa volonté et ses intentions, sachant que les Américains n'en ont pas, sinon un poussif, et qu'il n'y a pas de souveraineté de la marine militaire américaine en Arctique s'il n'y a pas de brise-glace. Donc, c'était télégraphié. C'est un décret qu'il avait pris, je m'en rappelle, on en avait parlé, un décret présidentiel à la Maison-Blanche pour lancer la construction de 12 brise-glaces nucléaires. Et à l'époque, on se dit, mais pourquoi Après, une autre mythe, mais ça, c'est un autre sujet, mais j'ai cru comprendre que les chantiers, notamment à Philadelphie, sont totalement ravagés. Et que c'est très compliqué de... C'est en Finlande qu'on les construit. Les deux premiers ont été donnés à un chantier finlandais. Sauf que le décret dit qu'ils vont être construits aux États-Unis et que les chantiers américains, pour l'instant, ne permettent pas la construction de ces brise-glaces nucléaires. Make Finland great again. Voilà. On va marquer une courte pause, on se retrouve et on va parler justement on va parler un peu de Venezuela, de Groenland et d'Ukraine. Allez. Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans les Experts sans frontières. On fait un bilan aujourd'hui des 1 an de Donald Trump après cette semaine spectaculaire à Davos. Autour de moi, Romuald Sciorra, franco-américain et chercheur associé à l'IRIS, Steven Ekovitch, professeur de sciences politiques et d'histoire à l'Université américaine de Paris, et Stéphane Bureau, journaliste québécois. Pour les 1 an de Trump, je voulais aussi revenir sur, on l'a évoqué un petit peu dans cette première partie, mais quand même revenir au cœur de sa politique étrangère. On a la doctrine Monroe, Monroe versus Donald Trump, ça fait Monroe, et avec notamment l'intervention spectaculaire au Venezuela. J'aimerais qu'on revienne 2 secondes. Le 5 septembre dernier, la flotte américaine s'installe alors au large du Venezuela. Une première embarcation de soi-disant de narcotrafic est totalement vitrifiée façon puzzle par les Américains. Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, ne sait pas encore ce qu'il attend. On est le 5 septembre et il menace alors Donald Trump. Écoutez-le. Donald Trump, faites attention. Marco Rubio veut salir vos mains de sang avec du sang sud-américain. Il veut vous entraîner dans un bain de sang et que votre nom, Trump, soit marqué de sang pour des siècles et des siècles. Et que son apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos. Voilà, Nicolás Maduro, le 5 septembre dernier. 4 mois plus tard, le 3 janvier, les Delta Force vont s'infiltrer au Venezuela, chez lui, le capturer, l'exfiltrer, l'emprisonner et le juger sur le sol américain. Ça nous dit quoi, finalement, cette séquence-là, Romuald Sciorra? Est-ce que ça veut dire que plus personne n'est à l'abri ? Oui, alors tout d'abord, permettez-moi de revenir sur la doctrine Monroe, parce qu'on ne la connaît pas vraiment en France. La doctrine Monroe, et c'est là toute l'ironie, était une doctrine, je dirais, anti-interventionniste, anticolonialiste. Elle a été donc théorisée promulguée par le président James Monroe en 1823, alors que la plupart des grands États d'Amérique latine, dont le Mexique, venaient d'accéder à l'indépendance. L'objectif était très clair. Vous, les grandes puissances coloniales d'Europe, vous ne mettez plus un pied sur le continent américain. Ici, c'est un continent de liberté, vous aurez affaire à nous. Très vite, évidemment, celle-ci est devenue une doctrine... C'est-à-dire qu'il y avait une doctrine assez saine à la base pour empêcher l'ingérence européenne sur... Des années 1840, guerre contre le Mexique, Cuba, etc. Évidemment, la doctrine a changé et elle est devenue cette doctrine impérialiste américaine que l'on connaît aujourd'hui. Le Venezuela, écoutez, qu'est-ce que ça nous dit? 2 choses. Que les États-Unis sont devenus la première superpuissance voyou, officiellement en tout cas, de l'histoire moderne. Jusqu'à présent, les États-Unis se drapaient toujours, près de 70 interventions en Amérique latine depuis le début du XXe siècle, derrière le prétexte exporter la démocratie, sauver les peuples, ce que vous voulez. Là, rien du tout. On ne prétend même pas répondre à l'appel de l'opposition, on ne prétend pas vouloir changer le gouvernement, rien du tout. C'est vraiment une politique mafieuse. Le patron n'a pas voulu me donner la caisse, je l'enlève. Maintenant, le nouveau patron, tu me la donnes, ou alors je te fais pire. On en est là. Donc cela véritablement change, je dirais, narratif américain. Nous sommes aujourd'hui face à une Amérique voyou et effectivement, personne aujourd'hui ne peut se prévaloir de se sentir en sécurité face à cet État
au comportement mafieux. Juste Stephen Ikovic. Oui, une petite parenthèse sur l'histoire de Dr. Monroe. C'était pas James Monroe qui l'a rédigé, c'était son secrétaire d'État, James Quincy Adams. Et c'est important, Adams, parce que c'est de Nouvelle-Angleterre. Et ça peut être intéressant pour votre public français. Cette doctrine était ficelée avec les Anglais contre une intervention de quelle puissance? Parce que les puissances espagnoles étaient en déclin. Quelle puissance était visée à l'époque? C'était la puissance française, c'était la France et la Russie. C'était les deux puissances. Donc il y avait un côté cynique aussi, un certain côté. Sûr, mais à la base, c'était comme le doctrine d'origine disait, je dirais, plutôt la France. John Quincy Adams a été l'un des grands diplomates américains avant de devenir président. Malheureusement, il a fait qu'un mandat et c'était pourtant l'un des meilleurs premiers présidents. Mais ça, c'est autre chose. Comme plusieurs pères de la Constitution qui ont représenté les États-Unis ici à Paris. Mais sur la question vénézuélienne, Stéphane Bureau. Alors, deux choses. D'abord, on découvre que, oui, peut-être que les États-Unis sont officiellement le premier État voyou capable d'aller kidnapper presque en direct à la télévision un chef d'État. Mais on découvre qu'en coulisses, les gens qui gouvernaient aux côtés de M. Maduro étaient probablement complices. C'est-à-dire qu'il y avait des conversations qui avaient eu lieu bien avant. Et aujourd'hui, clairement, on s'entend très, très, très bien entre Washington et Caracas. Il y a une espèce de normalisation accélérée des relations qu'on n'avait pas vue depuis 2019. Et puis, la chose dans... J'imagine que la CIA a préparé le terrain comme il fallait, j'imagine, avant cette opération spectaculaire. De façon absolument ouverte, d'ailleurs. C'était pas une opération cachée, c'était pas un covert operation, c'était un overt operation, parce que le président Trump lui-même disait « J'ai demandé à la CIA de bien préparer le terrain ». Donc, rien de secret. Mais dans cette opération militaire, le déploiement de l'Armada et tout ça, il y a une chose qui n'est pas... il y a deux points qui ne sont pas liés. En fait, c'est que pour la première fois, on s'attaquait à des pétroliers. On les a arraisonnés. Pour certains, ont été ramenés au port aux États-Unis. Et aujourd'hui, dans le collimateur, se retrouvent des pétroliers russes de la fameuse flotte fantôme, dont certains battant pavillon russe, un pour l'essentiel, arrêtés dans l'Atlantique Nord. Au large de l'Islande. On fait la manchette, mais aujourd'hui, il y a un message. Alors, on dit souvent, Trump, il a, avec la Russie, une espèce de complaisance. Je dis, il faut faire gaffe. La question des pétroliers, ça chatouille beaucoup les Russes, et clairement, ils ont reçu l'avertissement. Et j'ajoute à ça aussi les sanctions économiques contre les deux principaux joueurs du pétrole russe que Trump a mis en place au cours des dernières semaines et que l'administration Biden même n'avait pas choisi de déployer. Alors, il y a aussi un effet d'étau de Trump sur les Russes. Parce qu'il veut aboutir à une forme de règlement sur la question ukrainienne. Mais le discours ambiant sur les Américains sont les complices heureux de la Russie, je dis, il faut faire attention, c'est pas tout à fait vrai. Est-ce que dans cette doctrine d'Unruh, finalement, il a construit un discours où il dit « ce qui est loin de chez moi et loin de mon hémisphère, je le laisse aux autres », en partant du principe que finalement, les aventures hasardeuses en Irak, en Afghanistan, etc., c'est comme ça que les Russes l'interprètent. Voilà, ils y ont laissé trop de plumes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il se concentre finalement où c'est le shérif de son hémisphère et il n'interviendra pas forcément ailleurs? Regardez, en Iran, il n'est pas intervenu. Enfin, je laisserai Romuald développer, mais sur la question du partage du pouvoir, c'est aussi une des vertus de cette administration. Très tôt, de manière transparente, le secrétaire d'État, Marco Rubio, dans une des premières entrevues qu'il donne, d'ailleurs non pas à un journaliste patenté, mais à une podcasteur, ancienne présentatrice à la Fox, dit « Nous vivons dans un monde multipolaire. Nous ne sommes plus la seule puissance. Jamais les Américains n'ont eu cette candeur. Les Américains ont toujours revendiqué l'hyperpuissance militaire. Ils disent il faut apprendre à partager le gâteau. Alors, entre qui? C'est la bonne question. Évidemment, en creux, on comprend qu'ils ont accepté d'une certaine façon que les Chinois seront dans leur carré de sable puissants et les Russes chez eux aussi. Pour revenir sur son document de sécurité nationale, il y a tout un chapitre donc sur l'Europe, où il parle de risque d'effacement civilisationnel en Europe. Ça, c'est un message qu'il martèle, Donald Trump. Il l'a répété aussi à Davos, une Europe en déliquescence gangrénée par l'immigration. Ce message-là, il le répétait aussi à l'ONU. Ça, c'était en novembre dernier. Écoutez-le, il vociférait contre l'Europe. Je m'inquiète pour l'Europe. J'aime l'Europe et je déteste la voir dévastée par l'immigration. Il est temps de mettre fin aux frontières ouvertes. Vos pays vont droit en enfer. Romuald, c'est quoi son problème avec l'Europe,
à Donald Trump? Donald Trump n'aime et n'apprécie que la force. Son équipe, comme je le disais, ont pour objectif un ordre international où la loi du plus fort prime. Et l'Europe est faible politiquement. C'est une naine, c'est un politique. C'est un géant économique, mais bien que dernièrement elle ait su répondre d'une voix ferme aux menaces concernant le Groenland, et donc Trump n'a que du mépris pour ce qui est faible. Et puis vous savez, attaquer l'Europe, c'est facile. Parce qu'il sait très bien qu'il n'y aura pas vraiment quelqu'un qui va répondre. Ursula von der Leyen? Non. Et les nations étant plus ou moins divisées, Macron ne va pas aller spécialement défendre l'Europe après ce discours-là, ou Mélanie encore moins, etc. Donc c'est vraiment facile. Ça ne mange pas de pain. C'est beaucoup plus facile d'attaquer l'Europe et d'humilier l'Europe que Xi et la Chine. Mais il est vrai, au-delà de cela, et je le répète, et il y a quand même une logique dans cette administration. Trump n'est pas un idéologue, mais il est devenu un idéologue amateur, poussé par cette équipe qui a une stratégie pour l'international. On y revient. J.D. Vance, Suzy Wiles, toutes ces personnes ont une stratégie civilisationnelle. Et donc Trump, là, répète peut-être un petit peu comme un perroquet ce qu'il a entendu ici ou là, mais effectivement, pour lui, l'Europe est sur la mauvaise pente et il est le seul qui pourra redresser celle-ci aux États-Unis. Et si on l'écoutait un petit peu plus, peut-être qu'il pourrait apporter des conseils judicieux aux Européens. Steven Ekovitch, notre ami journaliste et essayiste suisse Richard Verly, qui vient souvent ici aussi dans les Experts sans frontières, était venu ici juste après avoir fait un grand tour plusieurs mois en camping-car sur les routes américaines. J'étais avec lui. Vous vous rappelez, à la rencontre justement de l'électorat MAGA. Et donc vous vous rappelez peut-être, et il nous disait à quel point, pourtant il connaît bien la société et la culture américaine, à quel point il avait été sidéré du niveau de détestation de l'Europe, de ses électeurs MAGA, de la classe moyenne qu'il rencontrait. Là, on sort de Donald Trump qui parle devant les puissants. Hein. Oui, ces Américains détestent les élites américaines parce que les élites américaines adorent l'Europe. Écoutez, Donald Trump a très très peu voyagé avant de devenir président. Il ne connaît pas l'Europe, vraiment. Moi, je parie qu'il est très complexé par la culture et le goût européen. Regarde le goût de la Maison-Blanche, c'est épouvantable. Donald Trump n'a pas de goût. Et je crois qu'en face d'un goût européen, il se sent complexé. Et donc, il est humilié. Il a signé un décret, je crois, pour qu'il y ait une architecture belle. Mais c'est écrit, il y a un décret, il veut une architecture belle, alors inspiré si. Je crois qu'il a un goût néoclassique sur l'architecture. Il veut le retour du faste néoclassique. Non, ce décret n'est pas si idiot que ça, puisqu'il a quand même pour objectif aussi de préserver certains bâtiments nationaux. Et il est vrai qu'aux États-Unis, on a eu la tendance un petit peu à construire tout et n'importe quoi à côté de bâtiments magnifiques, des immeubles qui ressemblent à rien du tout. Mais par contre, son goût, oui, la ballroom en or, plaqué or, je ne sais trop quoi, avec des diamants au plafond de la Maison-Blanche. Et c'est Donald Trump d'ailleurs qui va faire les emplettes. C'est-à-dire que c'est lui qui magasine le carrelage qui était. Mais c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'à l'horaire du président, on voit qu'il va en Floride faire du shopping là où il a acheté les planchers, les rideaux pour ses hôtels. Excusez-moi, Stéphane. J'imagine Donald Trump aller chez Leroy Merlin choisir son robinet pour sa ballroom. C'est son vrai métier. Et il publie des photos de la salle de bain qu'il a refaite à la Maison-Blanche, je pense que c'est pour la Lincoln Bedroom. Extraordinaire. En disant, voici, enfin, vous avez des robinets en or. Alors, on peut évidemment ironiser, mais il le fait, il le met en scène, et ça a un impact positif auprès, à tout le moins, de sa base électorale. C'est-à-dire que quand on rit de tout ça à distance, alors peut-être qu'on peut se satisfaire entre nous, mais il faut voir que c'est une communication qui est très efficace. Alors là, on sort de notre sujet européen, mais c'est vrai, mais c'est vrai qu'en même temps, comment est-ce qu'au niveau de la personnalité, alors sans faire de la psychologie de comptoir, mais c'est vrai que c'est quand même assez spectaculaire, sidérant de voir le faste des symboles qu'il est en train de commander. Je dis ça, il a confirmé qu'il allait faire construire un arc de triomphe à Washington avec juste une indication, il faut que ce soit plus grand que celui qui a été commandé par Napoléon. Il est en train de faire construire un stade de foot à Washington où en fait c'est un colisée géant. Écoute, ce sont des effets d'annonce pour nous faire réagir comme on est en train de réagir. Ça, c'est Donald Trump. C'est constamment, de jour
d'un jour à un autre, un coup de théâtre. Et on va oublier ça, et le lendemain, on va avoir un autre coup de théâtre. Et pour l'Arc de Triomphe, juste un petit détail. Il y a des rumeurs plus que sérieuses, comme quoi Donald Trump figurera sur l'Arc de Triomphe. Et tout ça pour nous amener à dire probablement que Donald Trump aura bientôt à ses côtés Albert Speer, c'est-à-dire qu'il aime beaucoup, il aime beaucoup ce genre de dérapage, parce que à chaque fois qu'on ramène Donald Trump aux nazis, à l'Allemagne nazie, c'est des excès. Alors peut-être que l'histoire me fera mentir dans 1 an ou dans 2 ans, mais et Trump est ravi que ceux qui le jugent de haut aillent là, sachant pertinemment que ça fait réagir aussi sa base. Donc, à chaque fois, il nous troll, pour employer le langage des réseaux. C'est du trolling. Et si on était allé là, il aurait dit, parfait, bien vu, c'est exactement ce que je veux que vous fassiez ou que vous disiez. J'aimerais revenir sur le Trumpisme en Europe. Les 1 an de Trump, vu d'Europe, c'est aussi un sondage assez fou qui a été publié ce matin, le sondage Eurobazooka pour la revue géopolitique Le Grand Continent, et qui montre quoi ? Qui montre qu'aujourd'hui, 1 Européen sur 5 estime que son pays pourrait être la cible d'une guerre déclenchée par les États-Unis. Cette crainte-là, vis-à-vis de rentrer en conflit avec les États-Unis, elle est supérieure à la crainte de rentrer en conflit avec l'Iran. Steven. Oui, c'est étonnant. De toute façon, on peut regarder les sondages dans le temps et systématiquement, assez régulièrement, les Européens avaient moins confiance aux États-Unis que dans d'autres pays. Maintenant, cette manque de confiance s'est traduite par une peur de guerre, justement parce que à cause des propos exagérés et farfelus de Donald Trump. Donc, évidemment. Mardi matin, le Globe and Mail, qui est le grand journal national canadien, avait un scoop à la une, nous apprenant que l'armée canadienne avait fait des jeux de guerre, des war games, où on présumait que les États-Unis occupaient le Canada. Et la question était de savoir comment on peut résister, quelle serait la méthode. Alors évidemment, la première réponse, c'est qu'on ne résiste pas, qu'on est vite envahi. Et deuxièmement, que ça serait une insurrection, un peu comme les Afghans ont livré la guerre aux Américains en Afghanistan. Et que les Canadiens... Alors évidemment, c'est de la politique fiction, mais imaginez, il y a des militaires canadiens qui réfléchissent aujourd'hui à un scénario d'invasion. Non, mais quand les war games sont rendus publics, c'est gestuel. C'est à déclarer que on est, comment dire, on prend pas au sérieux, mais c'est d'envoyer un message qu'il faut prendre nous au sérieux. Donc, voilà. En tout cas, ceux qui avaient une crainte vraiment immédiate, c'était les Groenlandais. Là, jusqu'à la dernière minute, ils attendaient avec nervosité le message qu'allait leur adresser, allait adresser au monde entier Donald Trump à Davos. Donald Trump qui finalement a rassuré tout le monde. Écoutez-le, il n'utilisera pas la force contre le Groenland. Nous n'obtiendrons probablement rien, à moins que je ne décide d'utiliser une force excessive, ce qui nous rendrait franchement inarrêtables. Mais je ne le ferai pas. Tout le monde dit « oh, tant mieux ». C'est probablement la déclaration la plus importante que j'ai faite, car les gens pensaient que j'utiliserais la force. Je n'y recourrai pas. Tout ce que les États-Unis demandent, c'est un endroit appelé le Groenland. Nous l'avions déjà en tant que fiduciaire. Nous l'avons respectueusement rendu au Danemark il n'y a pas si longtemps, après avoir vaincu les Allemands, les Japonais, les Italiens lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous le leur avons rendu. Faut-il le croire, Romuald Sciorra, quand il dit qu'il n'attaquera pas le Groenland ? Visiblement, il y a un accord qui va permettre aux États-Unis non pas seulement d'ouvrir des bases, car ça, via les accords de 1951 avec le Danemark, ils le pouvaient déjà, mais d'avoir une forme d'autonomie des territoires sur lesquels se trouveront ces bases militaires, ce qui est comme une avant-première dans les relations transatlantiques. Non, pour l'instant, oui. Mais il y a 1 an, on avait dit déjà la même chose quand il avait commencé à s'en prendre au Groenland, et puis il était passé à un autre sujet. Trump a semé une petite graine dans l'esprit des États-Unis, aussi bien pour le Groenland que pour le Canada. C'est notre espace vital. Il a repris cette formulation de triste mémoire. Donc, il reviendra sur le Groenland durant ce mandat. Et ce qui est certain aujourd'hui, c'est que le Groenland et une échéance peut-être un peu plus éloignée, le Canada sont dans la ligne de mire des États-Unis et doivent considérer les États-Unis non pas comme un ennemi, mais comme un prédateur plus que potentiel.
Stephen, comment est-ce que vous lisez finalement cette réaction de Donald Trump qui dit « j'utiliserai pas la force » Est-ce qu'il a cédé face, j'allais dire, à une unité des alliés européens de l'OTAN? Est-ce que c'est finalement... je vais pousser le truc sur le plan. Est-ce que c'est la pression obligataire avec un risque de pression sur les marchés? C'était les réactions du marché des obligations et les chutes de la bourse. Donc, c'est vrai, Donald Trump a besoin on approche de force devant lui. Qu'est-ce que c'était cette geste de puissance? C'était les marchés et les teneurs de marché ou son équipe qui disaient écoutez, les Européens, et surtout les Européens, ils vont tout simplement vendre leur dette américaine qui va faire plomber ou fragiliser l'économie américaine. Il y avait un analyste de la Deutsche Bank, effectivement, qui avait rappelé cette semaine que les Européens détenaient 40% de la dette américaine. Cette pression obligataire aussi, Belges. Stéphane, c'est peut-être une des seules fois depuis sa présidence quand il avait reculé, c'était en avril dernier pour cette raison. On est parfaitement d'accord et on pensait que c'était les Chinois, mais c'était les Japonais qui étaient à la manœuvre à ce moment-là et qui ont probablement permis à Trump de se poser quelques questions et de rétro-pédaler. Alors aujourd'hui, il peut y avoir une myriade de circonstances qui ont fait que Trump est revenu en arrière. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'était son objectif réel. Donc, qu'est-ce qu'il voulait vraiment obtenir? Ces parcelles potentielles de souveraineté pour mieux asseoir son attirail militaire qui permettra de construire ce dôme doré? C'est impossible. Lui dit, j'ai gagné ce que je voulais. Possiblement, parce qu'il n'a jamais exprimé très clairement ce qu'étaient ses objectifs. Il assure que son ambition est sécuritaire et pas économique, alors qu'on voit bien qu'il y a quand même un écosystème d'entrepreneurs qui s'organise autour de lui. Il y a un écosystème d'entrepreneurs qui s'organise autour de lui pour exploiter le potentiel groenlandais. Il est vrai que les marchés financiers, dans un contexte où il y aura des élections dans 9 mois aux États-Unis, ça fragilise tous les Américains qui, pour leur retraite, sont des investisseurs. Mais ils ne pouvaient pas ne pas savoir samedi dernier qu'il aurait un impact sur les marchés lundi et mardi. Enfin, plutôt mardi, parce que lundi, c'était fermé aux États-Unis. Allez, messieurs, on termine ces experts sans frontières avec votre carte blanche, un article local du pays respectif de chacun que vous avez choisi. Je commence avec vous, Stephen. Vous avez choisi un document de Foreign Policy, de 2 chercheurs américains. Oui, ces 2 chercheurs sont des géants, des poids lourds de théorie géostratégique. C'est Joseph Nye qui a inventé le concept de soft power et l'importance de soft power, et aussi de Robert K. Owen, aussi un grand théoricien américain. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut prendre au sérieux le vrai poids de cette soft power, la nécessité d'établir confiance entre les alliés. Parce que sans cette confiance entre les alliés, ce n'est que la puissance, que le pouvoir pur et dur qui compte. Donc, dans cet article, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde de Donald Trump, où Donald Trump voulait créer un monde où... comment dire, America First allait être plus puissante. En fait, il montre qu'une doctrine d'America First affaiblit les États-Unis au lieu de la rendre plus forte. Un article à retrouver dans Foreign Affairs et choisi par Stephen Ekovitch. Votre article, vous, Stéphane Bureau, on reste dans l'ambiance glaciale du Groenland. Alors, mais cette fois, on va au Québec. Il n'y a pas que le Groenland qui a jeté un froid entre l'Europe et les États-Unis. Il y a aussi la météo qui peut être costaude. Alors, et je pensais surtout à cette actualité il y a 10 jours à Paris qui a tout arrêté, micro-tempête de neige, et le Canadien que je suis rigolait un peu. Alors que pour le week-end, on annonce au Québec et sur Montréal. Un vortex, c'est pas que sur Montréal, mais c'est des températures à moins 30, moins 35. Le mot fait peur, on ne connaît pas ici. C'est quoi un vortex polaire? Je ne voudrais pas me substituer au météorologue qui saurait le mieux l'expliquer que moi, mais concrètement, ça signifie qu'on va se réveiller avec non pas un ressenti de moins 35, mais un moins 35 qui sera avéré, et peut-être un ressenti de moins 50, et on n'arrête pas de vivre et de se déplacer. Donc, les moins 3 ou 4 degrés d'il y a 10 jours, avec les quelques flocons de neige, ça ne me fait pas rigoler. Puisque dans les faits, la ville... Amis français, pensez à ce vortex canadien, ça va vous réchauffer. Romuald, on termine avec vous. Dans le New York Times, une histoire glaçante de l'arrestation d'un enfant de 5 ans. Oui, écoutez, cet article est révélateur de la politique trumpienne liée à l'immigration et de la violence de ICE, cette fameuse police, aujourd'hui le bras armé du pouvoir. On a arrêté un enfant de 5 ans, il serait trop long ici d'expliquer l'histoire, mais on a vu cet enfant arrêté et poussé comme un criminel dans une voiture de la police ICE.
à découvrir à la une du New York Times. Merci beaucoup, messieurs, les experts sans frontières, pour vos analyses et notamment cette compréhension qui nous aide en tout cas à comprendre d'un point de vue culturel ce qui est en train de se passer aux États-Unis en ce moment. Romuald Sciorra, franco-américain, chercheur associé à l'IRIS, auteur de L'Amérique éclatée aux éditions Armand Collin. Steven Ecovitch, professeur de sciences politiques et d'histoire à l'Université américaine de Paris. Et puis Stéphane Bureau, journaliste québécois et grande figure aussi de nos amis de la matinale de BFM TV. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous souhaite un très très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine dans Les Experts sans frontières. Et tout de suite, ça va être le journal avec Guillaume Paul. Les Experts sans frontières sur BFM Business.